Dans la moiteur suffocante de la Martinique, lorsque le soleil s'affaissait derrière les collines sucrières, une rumeur courait parmi les esclaves comme un souffle d'espoir avorté. Le géant Mbarek était encore debout. Même après les journées de labeur où les corps se brisaient et les volontés se fanaient, il restait cet homme, trop grand, trop fort, trop silencieux, dont la simple silhouette éveillait une brève sensation de sécurité. On disait qu'il pouvait porter 2 barriques de rhum comme si elles n'étaient que des paniers d'igname, qu'il avait la peau sombre comme l'écorce mouillée d'un tamarin, et les yeux d'un calme si profond qu'on y percevait une mer enfouie. Mais cette nuit-là, ce calme fut violé. Les soldats coloniaux arrivèrent sans un mot, comme des ombres casquées surgissant du vent salé. Ils ouvrirent les portes des cases à coups de bottes, dispersèrent les familles, tirèrent les enfants dehors avec une précision mécanique. On aurait dit qu'ils récoltaient des objets, pas des vies. Les cris s'élevaient, déchirants, aiguës notes perdues dans la nuit trop chaude. Les mères tentèrent de retenir leurs petits, s'agrippant aux poignets minuscules, mordant, suppliant en créole et en prières brisées. Mbarek, lui, sortit de son abri sans précipitation. Il se dressa lentement, si lentement que le soldat le plus proche recula malgré lui. À la lumière instable des torches, sa stature semblait invraisemblable, presque sculptée dans la pénombre. Il ne cria pas, ne courut pas, ne frappa personne. Il s'avança simplement vers l'enfant qu'on lui enlevait, un garçon aux yeux brillants comme la pluie. Mais 3 hommes, puis 5, se placèrent devant lui. Ils étaient armés. Lui était seul. Il posa une main sur la tête du garçon, comme pour s'assurer qu'il le touchait encore, puis les soldats arrachèrent l'enfant si brusquement qu'il perdit une sandale dans la terre rouge. Mbarek la ramassa, laissa ses doigts glisser sur le cuir usé. À ce moment précis, quelque chose bascula dans la nuit. Les torches tremblèrent, un silence étrange envahit l'air, comme si même les mangroves retenaient leur souffle. Les soldats empaquetèrent plus de 200 enfants, triés, marqués, comptés. Une caravane de pleurs se forma. On les conduisit vers le port où des voiliers attendaient déjà. Des marchands français discutaient les prix, des notaires griffonnaient des documents, et parmi eux se tenait un jeune homme pâle, à l'allure calculée, Étienne de Rochefort. Étienne observait tout avec un mélange d'intérêt et de malaise. Il était venu sur ordre de sa mère, une femme noble qui voyait dans l'acquisition d'un enfant métis un signe de prestige exotique, une mode répandue dans certaines cours européennes. Étienne avait grandi entouré de portraits d'ancêtres impitoyables, de récits de fortune bâtis sur la plantation et la souffrance. Pourtant, quelque chose en lui se fissurait déjà. Lorsqu'on lui présenta un petit garçon nommé Ismaël, il sentit cette fissure s'élargir. L'enfant ne criait pas. Il fixait seulement la mer Noire comme si elle lui murmurait des mots invisibles. Étienne sentit un frisson glisser le long de sa nuque. Il ne savait pas que ce regard, ce silence, deviendrait bientôt le premier fil d'une toile qui l'enserrerait tout entier. Les transactions terminées, les navires se préparèrent à lever l'ancre. Des femmes s'effondrèrent sur le sol, battant la terre de leurs paumes, appelant des noms que le vent dispersait sans pitié. Mbarek, lui, restait immobile près de la lisière de la forêt. Il tenait toujours la sandale. À côté de lui, la lune semblait minuscule. Personne ne le vit quitter les abords des cases. Personne ne remarqua son départ, si silencieux que même les chiens ne réagirent pas. Pourtant, à l'aube, un contremaître trouva la clôture brisée, non pas coupée, mais écartée, tordue, comme si une force démesurée l'avait ouverte d'un seul geste. Dans les jours qui suivirent, certains esclaves jurèrent l'avoir aperçu dans la forêt, avançant sans bruit parmi les fougères géantes. D'autres dirent qu'il marchait vers la montagne, seul, portant dans ses bras un sac en toile dont ils ignoraient le contenu. Le maître de plantation ordonna une chasse, puis une seconde, mais toutes échouèrent. Mbarek semblait se dissoudre dans la nature, insaisissable, obstiné. Pendant ce temps, sur le bateau qui filait vers la France, Étienne observait Ismaël avec une inquiétude croissante. L'enfant parlait peu, dormait mal, comme si quelque chose le tirait sans cesse vers le large. Une nuit, alors que le vent s'intensifiait, Étienne le trouva debout près du bastingage, immobile. Les yeux de l'enfant fixaient un point précis sur l'horizon,
un point qu'Étienne ne parvenait pas à distinguer. Le jeune maître sentit un frisson le traverser, le même que lorsqu'il avait croisé le regard de l'enfant pour la première fois. Une sensation d'être observé, scruté par quelque chose d'ancien, de plus vaste que lui. Au loin, une tempête se formait, lourde, épaisse, presque immobile, et Ismaël, sans tourner la tête, murmura quelques mots qu'Étienne ne comprit pas. Mais il était certain d'une chose, ce n'étaient pas des mots d'enfant. Lorsque le navire accosta finalement à Bordeaux, un voile gris couvrait le ciel, pesant comme une promesse d'hiver précoce. Étienne de Rochefort descendit la passerelle avec une raideur inhabituelle, Ismaël marchant à quelques pas derrière lui, silencieux, les mains jointes comme un enfant trop sage pour son âge. Les dockers observèrent le petit garçon avec une curiosité mêlée d'inquiétude. Il semblait déplacé au milieu de la brume, comme une tache d'encre dans un tableau trop pâle. La demeure des Rochefort se dressait à l'extérieur de la ville, vaste, vieillissante, rongée par l'humidité et par la lente agonie financière de la famille. Les fenêtres hautes renvoyaient un éclat froid, et les tourelles semblaient s'incliner légèrement, comme si elles-mêmes se lassaient de porter le poids des secrets accumulés depuis des générations. En franchissant le portail, Étienne sentit une crispation familière dans son ventre, la même qu'il éprouvait chaque fois qu'il revenait de voyage. La première personne à les accueillir fut Madame de Rochefort, sa mère. Grande, élancée, d'une élégance presque austère, elle incarnait le reste fragile d'une noblesse qui refusait d'accepter sa propre chute. Elle observa Ismaël longuement, trop longuement, avec une attention que l'enfant soutint sans ciller. Quand leurs regards se croisèrent, un éclair passa dans les yeux de la maîtresse de maison, un mélange de stupeur et de reconnaissance, comme si elle retrouvait un visage qu'elle avait perdu autrefois. « Cet enfant, il vient de quelle plantation ?» demande-t-elle, d'une voix qui tentait de masquer une fissure. Étienne hésita. Il n'en savait que peu, sinon ce qu'on lui avait dit, que le garçon faisait partie d'un lot exceptionnel, vendu en urgence. Il mentionna brièvement la Martinique, les événements, le transport précipité. À chaque mot, sa mère pâlissait davantage, jusqu'à frôler un état de transparence maladive. Elle tourna soudain les talons. « Tu ne comprends pas ce que tu ramènes ici, mon fils. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air, lourds comme une accusation ou un avertissement. Dans les jours suivants, Ismaël s'intégra étrangement au rythme de la maison. Il ne parlait presque jamais, mais il semblait comprendre tout ce qu'on lui disait. Les serviteurs s'efforçaient de l'ignorer, mais certains murmuraient que les chandelles vacillaient quand il entrait dans une pièce, que les chiens de garde évitaient son regard, que la vieille pendule de la salle à manger s'était arrêtée net la première nuit où il avait dormi dans la maison. Étienne, troublé, tentait de se convaincre que tout cela n'était que superstition domestique. Mais un soir, alors qu'il passait devant la bibliothèque, il surprit l'enfant debout devant un portrait ancien, celui de son arrière-grand-père, Armand de Rochefort, un homme redouté pour son rôle dans l'administration coloniale. Le tableau représentait un visage dur, volontaire, aux lèvres serrées. Ismaël leva la main et effleura la toile du bout des doigts. Les yeux du garçon se plissèrent, comme s'il percevait une histoire que personne ne lui avait racontée. « Tu connais cet homme ?» demanda Étienne. L'enfant ne répondit pas. Ses doigts descendirent le long du cadre, lentement, comme suivant une cicatrice invisible. Étienne sentit sa gorge se serrer sans en comprendre la raison. Ce n'était pas la première fois qu'il avait la sensation que le garçon percevait quelque chose que lui-même ne voyait pas. Cette même nuit, Madame de Rochefort convoqua son fils dans son salon privé. L'endroit avait une atmosphère étouffante. Lourds rideaux de velours, parfums d'ambre et de cire, portraits de familles alignées comme des juges silencieux. Sa mère se tenait debout près de la cheminée, serrant un châle sombre autour de ses épaules. Ce garçon, Ismaël, il faut le renvoyer, ou le placer ailleurs. Loin d'ici. Étienne protesta. La décision lui semblait brutale, injuste, mais sa mère le regarda alors avec une intensité glaciale. Tu ne sais pas ce que les Rochefort ont fait là-bas, en Martinique. Tu ne sais pas ce que certaines lignées transmettent. Le mot « transmettre » resta suspendu entre eux. Étienne sentit un frisson courir le long de son échine. Sa mère détourna le regard vers la fenêtre comme si elle craignait d'être observée par la nuit elle-même. « Il y a des pactes, Étienne,
des erreurs anciennes, et certains visages reviennent, même quand on croit les avoir effacés. Il voulut demander des détails, exiger des explications, mais elle refusa de dire davantage. Au lieu de cela, elle posa une main sur son bras, tremblante. « Ne le laisse jamais seul, pas dans cette maison. » Cette recommandation, si étrange, résonna dans son esprit longtemps après qu'il eut quitté la pièce. Pendant ce temps, dans les ports du Sud, les rumeurs commençaient à circuler. Un navire marchand affirma avoir perdu un passager clandestin de taille gigantesque. Un autre rapportait qu'un homme immense avait demandé, presque supplié, des informations sur un convoi d'enfants débarqués un mois plus tôt. Les descriptions étaient floues, contradictoires, mais un nom revenait. Un nom que personne en France n'avait encore entendu, Mbarek. Dans la demeure des Rochefort, la nuit tombait. Ismaël, éveillé, marchait pieds nus dans le couloir. Ses pas étaient si silencieux que même les planchers anciens ne craquaient pas. Il s'approcha de la grande fenêtre donnant sur les jardins noyés dans la brume. Et soudain, sans raison apparente, il se figea. Quelque chose, au-delà des bosquets, bougeait, lentement, trop lentement, comme si une silhouette démesurée attendait dans l'obscurité. La brume glissait chaque matin sur la propriété des Rochefort comme un animal silencieux, saturant l'air d'un froid humide qui pénétrait les murs, les étoffes, jusqu'aux os. Dans cette atmosphère feutrée, la maison semblait retenir sa respiration. Les domestiques devenaient nerveux. La maîtresse de maison priait en secret, et Étienne, lui, se sentait pris dans une attente oppressante, comme si quelque chose approchait sans encore oser frapper à la porte. Ismaël observait tout sans un mot. Depuis quelques jours, il passait de longues heures à regarder par les fenêtres, comme s'il guettait un signe que personne d'autre ne percevait. Parfois, ses yeux se perdaient dans un point invisible, bien au-delà des jardins, au-delà des collines, comme s'il écoutait une voix portée par un vent très ancien. Étienne tentait de le distraire avec des livres, des jouets fabriqués par les artisans du village, mais rien ne parvenait à briser l'attention obstinée du garçon, orienté vers un horizon que lui seul savait lire. Dans la cuisine, les rumeurs se multipliaient. La vieille cuisinière jurait avoir entendu au milieu de la nuit un grondement sourd venant des écuries, un son trop lourd pour un cheval, trop profond pour un humain. Le valet de chambre avait retrouvé les chiens blottis dans un coin, tremblants, comme si une bête invisible avait rôdé près des grilles. Certains domestiques demandèrent déjà à partir, prétextant des maladies soudaines ou des parents moribonds. Mais ce n'était pas seulement la maison qui changeait. C'était Étienne. Chaque nuit, il rêvait d'un homme gigantesque avançant dans une forêt inconnue, les bras couverts de terre, les pieds ensanglantés, portant contre sa poitrine un objet qu'Étienne ne parvenait jamais à distinguer. Le géant s'arrêtait toujours au bord d'une falaise, tournait légèrement la tête, et ses yeux d'une lueur insondable semblaient chercher quelqu'un, chercher lui. À son réveil, un malaise glacial restait accroché à sa peau. Pendant ce temps, dans les ports du sud de la France, la rumeur se matérialisait en frayeur réelle. À Marseille, des dockers parlèrent d'un homme, aussi haut que 2 lampadaires, qui avait traversé la jetée sans dire un mot. À Toulon, une barque fut retrouvée brisée en 2, comme si une force colossale l'avait fendue. À Sète, un marchand jurait avoir vu un étranger marcher le long des quais sous un orage, la pluie ruisselant sur ses épaules comme sur une statue de pierre. Il avait demandé d'une voix si grave qu'elle semblait sortir de la mer elle-même, « Un convoi d'enfants, débarqué à Bordeaux. Où sont-ils » Les descriptions concordaient, malgré les variations. Un homme immense, silencieux, le regard chargé d'une colère contenue. Un homme qui semblait porter une absence dans son cœur, un vide rempli de visages disparus. Son nom circulait enfin dans les tavernes, chuchoté comme une menace, Mbarek. À Bordeaux, la police secrète commença à s'inquiéter. Un officier consulta des archives coloniales, éplucha les rapports de plantation, chercha à comprendre comment cet individu avait pu traverser un océan entier. Mais plus il lisait, plus sa perplexité grandissait. On parlait d'un esclave doté d'une force anormale, d'un sang réputé indomptable, d'histoires d'enfants arrachés par dizaines. Certains maîtres le considéraient comme une ressource, d'autres comme un présage funeste. Personne ne savait réellement d'où il venait, ni pourquoi il survivait à tout. Une seule certitude demeurait.
Mbarek avançait vers le nord, vers Bordeaux, et au-delà de Bordeaux, vers la demeure des Rochefort. Dans la maison, la tension atteignait un point de rupture. Une nuit, la servante chargée de veiller sur Ismaël disparut sans laisser de traces. Son tablier fut retrouvé près de la serre, trempé d'une rosée trop froide pour la saison. Le jardinier affirma avoir entendu des pas lourds dans l'allée. Pas d'homme, disait-il. Pas d'homme normal. Étienne tenta de conserver son calme, mais il sentait l'effroi s'insinuer dans la moindre fibre de la maison, comme si les murs même comprenaient qu'une présence se rapprochait. Un soir, il trouva Ismaël assis dans le couloir principal, les jambes croisées, le dos droit. Le garçon tournait lentement entre ses doigts un petit objet, une sandale minuscule, usée, couverte de poussière brune. Étienne sentit tout son corps se figer. « Où as-tu trouvé ça ?» demanda-t-il d'une voix étranglée. Ismaël leva les yeux vers lui. Ses pupilles semblaient refléter une forêt lointaine, obscure, où des silhouettes se déplaçaient encore. Il ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Il posa la sandale sur le sol, délicatement, puis se leva et recula d'un pas. Étienne s'agenouilla pour examiner l'objet. L'odeur de terre humide s'en dégageait, mêlée à une senteur de sel, comme si la sandale venait d'une longue marche à travers mer et forêt. Une angoisse froide monta en lui. Pourquoi l'enfant possédait-il cela? Comment avait-il pu l'obtenir? Cette nuit-là, Étienne ne dormit pas. Il resta assis dans son lit, la sandale posée sur sa table de chevet, comme un avertissement silencieux. À l'extérieur, le vent tournait autour de la maison, portant avec lui un grondement presque imperceptible. Un grondement rythmé, un pas après l'autre, comme si un géant approchait. Et au petit matin, lorsqu'Étienne ouvrit les volets, il vit une chose qui lui glaça le sang. Dans la terre fraîche du jardin, juste sous la fenêtre d'Ismaël, se trouvaient 2 empreintes gigantesques, encore intactes, comme si celui qui les avait laissées s'était tenu là, immobile, observant la maison pendant la nuit entière. Le matin où Étienne découvrit les empreintes gigantesques sous la fenêtre d'Ismaël, un voile de panique invisible se posa sur la demeure des Rochefort. Les domestiques refusaient désormais de sortir seuls, même en plein jour. Les chevaux tremblaient à l'écurie sans raison apparente. Les miroirs, d'ordinaire soigneusement polis, semblaient ternis par une buée persistante, comme si la maison elle-même respirait trop vite. Étienne, malgré son trouble, tenta d'adopter une posture de rationalité. Il convoqua les domestiques, inspecta le jardin, examina les empreintes. Rien n'expliquait leur profondeur, leur taille, ni la pesanteur qu'elles évoquaient. Il savait d'instinct que ce n'était pas une farce, ce n'était pas un animal, ce n'était pas un homme ordinaire. La tension l'étouffait, mais il craignait encore plus les questions qu'il n'osait formuler. Sa mère, en apprenant la nouvelle, se posta dans son cabinet privé et verrouilla la porte. Étienne insista pour entrer. Finalement, elle céda. Il la trouva assise à son secrétaire, une lettre ouverte devant elle, écrite d'une écriture serrée, tremblante. À peine leva-t-elle les yeux lorsqu'il entra. « Tu ne comprends pas ce qui se joue, Étienne. » Sa voix était presque un chuchotement. Elle lui tendit la lettre sans un mot. Écrite depuis la Martinique par un ancien administrateur, elle relatait la fuite de Mbarek, les recherches infructueuses, la forêt déchirée par son passage, les rumeurs de navires pillés. Mais surtout, quelques lignes évoquaient les enfants enlevés, plus de 200, et un nom qui revenait souvent dans la bouche des mères dévastées, Ismaël. Étienne sentit un frisson glacé courir le long de ses bras. « Pourquoi mentionnerait-on son nom ?» demanda-t-il, le souffle court. « Parce qu'il n'est pas comme les autres, » répondit sa mère, en détournant le regard. « Parce que cet enfant porte quelque chose que nous n'aurions jamais dû approcher. » Étienne sentit la colère monter malgré la peur. « Tu le traites comme un présage, comme un objet maudit. Mais il n'a rien fait, mère. Rien. Tu te trompes. Il n'a encore rien fait. » Elle se leva brusquement, repoussant sa chaise dans un grincement sec. Son visage avait perdu toute couleur. « Tu crois que les Rochefort ont bâti leur fortune sur la terre seule? Tu crois que ton arrière-grand-père était simplement un maître de plantation? Non. Il a scellé un pacte. Un pacte avec ce que nos ancêtres appelaient la force des corps arrachés. À l'époque,
On disait qu'une lignée d'esclaves portait une résistance étrange, presque surnaturelle. Armand voulait cette force. Il a tout fait pour la capturer. Étienne se figea. Chaque mot frappait en lui comme une pierre. Et quelle est la relation avec cet enfant? Madame de Rochefort ferma les yeux, comme si l'aveu lui brûlait les lèvres. Ismaël descend de cette lignée. La même que celle que ton grand-père a tenté de briser. Et cet homme, ce Mbarek, il en est le pilier. Un père pour certains, un gardien pour d'autres. Sa présence en France n'est pas un hasard. Quelqu'un dans cette maison porte une dette envers lui. Étienne sentit quelque chose se dérober sous ses pieds. Qu'insinues-tu? Qu'un lien existe, qu'il le veut ou non, et que lorsque les liens du sang sont violés, ceux qui restent viennent réclamer ce qui leur a été pris. Les mots tombèrent dans le silence comme une sentence. Pendant ce temps, dans le reste du pays, la rumeur de Mbarek prenait une ampleur déconcertante. On parlait d'un homme capable de traverser les plaines sans se fatiguer, d'intimider des brigands sans lever la main, de forcer la confession de capitaines terrifiés simplement en les fixant. Certains affirmaient qu'il ne parlait presque jamais, se contentant de répéter un seul nom, Ismaël. Une peur sourde gagnait les villages. Un géant noir marchait à travers la France. Un géant que personne n'osait arrêter. À la demeure des Rochefort, la nuit tombait plus tôt que d'habitude. Étienne, incapable de trouver le sommeil, descendit jusqu'aux archives de la maison. Des registres poussiéreux s'entassaient dans une pièce étroite. Il fouilla des heures durant cherchant des traces du pacte évoqué par sa mère. Ce qu'il découvrit l'horrifia. Des registres mentionnant des achats d'enfants, des expérimentations, des tentatives de dompter la force des corps noirs, des croquis de silhouettes géantes, des annotations manuscrites, où Armand de Rochefort décrivait « un homme trop grand pour être réduit, mais dont les enfants pourraient apporter en eux une puissance utile ». Ismaël, dans ces lignes, n'était pas un enfant. Il était un héritage convoité, un héritage volé. Étienne referma le registre d'un geste brusque, écœuré. Au même moment, dans la chambre d'Ismaël, une bougie s'éteignit brusquement. Le garçon ouvrit les yeux. Il se leva, approcha la fenêtre, posa les mains sur le verre froid. Un souffle glacé traversa la pièce. Un souffle venu de l'extérieur. L'enfant resta immobile quelques secondes, puis son visage changea. Ses traits, habituellement impassibles, se tendirent. Une ombre passa dans ses yeux, une ombre consciente, presque douloureuse. Il murmura un mot, un seul. Un mot que personne dans la maison n'entendit mais qui semblait se perdre dans la nuit épaisse. Dans les jardins, un bruit se fit entendre, un craquement sourd, un pas, puis un autre, comme si l'obscurité répondait enfin à l'appel d'Ismaël. La nuit où les pas lourds résonnèrent dans les jardins, un calme irréel s'abattit sur la demeure des Rochefort. Ce n'était pas le silence ordinaire d'une maison endormie. C'était une suspension du monde, une toile figée où même les chandelles semblaient hésiter à brûler. Étienne se redressa brusquement dans son lit, son cœur battant trop vite, trop fort, comme s'il tentait d'anticiper un danger que son esprit refusait encore d'admettre. Il descendit l'escalier en hâte, une bougie à la main. Au milieu du hall, il trouva Ismaël debout, immobile, les pieds nus sur le marbre glacé. L'enfant ne semblait pas surpris, ni effrayé. Il fixait la grande porte d'entrée comme si quelque chose, ou quelqu'un, se tenait juste derrière le bois massif. « Ismaël, viens, écarte-toi de la porte. » Aucune réaction. Ses yeux étaient trop calmes, trop lucides. Un nouveau pas retentit à l'extérieur, puis un souffle profond, dense, presque animal. Étienne sentit ses doigts se crisper autour du chandelier. Il s'avança pour saisir l'enfant, mais Ismaël fit un geste inattendu. Il posa sa petite main sur la porte, avec une douceur presque tendre, comme une salutation, comme une reconnaissance. Le sol trembla légèrement. Avant qu'Étienne ne puisse intervenir, la porte s'ouvrit lentement, sans fracas, sans violence, comme si elle cédait volontairement. La nuit pénétra dans la demeure, lourde et froide, et dans ce cadre d'ombre, une silhouette apparut, immense, silencieuse, chargée d'un deuil trop vaste pour un seul homme. Mbarek. Sa présence remplit l'espace d'une intensité presque insoutenable.
Étienne sentit ses jambes se dérober. Il n'avait jamais vu une force pareille. Les épaules massives, la peau marquée par le sel, le souffle qui résonnait comme un tambour lointain. Mais c'était surtout son regard, cet abîme de douleur et de détermination, qui glaça le sang d'Étienne. Ismaël fit un pas vers lui. « Non !» s'écria Étienne, dans un réflexe incontrôlable. Mais l'enfant ne s'arrêta pas. Sa démarche n'était ni hésitante ni docile. Elle était naturelle, comme s'il rejoignait enfin un lieu d'où il n'aurait jamais dû être arraché. Étienne, pris entre l'effroi et un instinct protecteur qu'il ne savait plus justifier, se plaça devant l'enfant. Face au géant, Mbarek ne bougea pas. Il observait Étienne avec une intensité grave, presque interrogative. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement et lorsqu'il parla, la voix qui en sortit ressemblait davantage au murmure d'une terre longtemps opprimée qu'à un langage humain. Pourquoi ici? Étienne comprit alors que le géant ne le menaçait pas. Il posait une question douloureuse, simple, terriblement humaine. Je l'ai acheté, mais je ne savais rien de vous, ni de lui. Les mots tremblaient en sortant. La honte brûlait dans sa gorge. Dans un mouvement lent, Mbarek baissa les yeux vers Ismaël. Le garçon le regardait avec une gravité surnaturelle. Et soudain, quelque chose se brisa dans le visage du géant, une fissure d'émotion brute, trop profonde pour être contenue. Il tomba à genoux. La maison entière sembla vaciller. Étienne recula, bouleversé par la scène. L'homme le plus redouté de toutes les rumeurs, celui qu'on décrivait comme un monstre invincible, s'agenouillait devant un enfant, posant ses deux mains massives sur le sol, comme un père prosterné devant ce qui lui avait été arraché. « Mon fils », murmura-t-il, dans une langue que personne n'avait entendue depuis longtemps. Ismaël s'approcha de lui. Il posa une main minuscule sur la joue du géant. Le geste était simple, mais il contenait toute une histoire de sang, de violence, de séparation, de survie. Étienne sentit quelque chose se déchirer en lui, un voile d'ignorance, un héritage de silence. Il comprit alors que la maison des Rochefort n'était pas seulement coupable d'avoir profité de la souffrance des autres, elle avait tenté de briser des familles entières, de transformer des êtres humains en héritage, en biens, en ressources. Ismaël se tourna vers lui. « Tu dois partir, » dit-il doucement. « Je veux te protéger, » balbutia Étienne. « Tu ne peux pas. » Ces mots, dits sans dureté, frappèrent comme une sentence irréfutable. Ce n'était pas une menace. C'était une vérité. À l'extérieur, un grondement se fit entendre. Un bruit sourd venant des routes, des campagnes alentours, des cris lointains, des torches, des rumeurs déformées. La France elle-même était en train de s'embraser. La révolution approchait, affamée de justice, avide de renversement. Étienne comprit que le monde ancien s'effondrait autour de lui, et que ni lui, ni sa lignée, ni Mbarek, ni Ismaël n'échapperaient au courant tumultueux qui balayait le pays. Mbarek se releva lentement, prenant l'enfant dans ses bras. Le géant se tourna une dernière fois vers Étienne. Dans son regard, il n'y avait ni vengeance ni menace, seulement un avertissement silencieux, une frontière infranchissable. Étienne voulut parler, demander pardon, offrir son aide, mais aucun son ne sortit. La porte se referma derrière eux sans qu'ils comprennent comment. Dans le jardin, la brume les avala, et seul demeura dans l'air froid du matin un parfum de terre humide et de destin brisé. Étienne resta longtemps immobile dans le hall, incapable de détourner les yeux de la porte close. La maison semblait plus grande, plus vide, plus hantée qu'avant. Puis un frisson parcourut l'air, une sensation indistincte, comme si quelque chose, ou quelqu'un, n'était pas encore parti. Peut-être une promesse, peut-être un retour, ou peut-être la dernière ombre d'une lignée que même la Révolution n'arriverait jamais à effacer. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire pour partager votre avis. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits oubliés. Partagez cette vidéo et laissez un like pour soutenir notre travail. Votre engagement fait vivre ces histoires.